que je constate, c'est que Valorant a toujours des problèmes de coiffeur. Exactement. Malgré la notoriété. C'est un statement, quoi. C'est comme Arthur Mensch, tu vois. C'est quoi? T'essayes de faire le Endoven, un peu le côté philosophe, perturbé, tumultueux, qui se pose beaucoup de questions, qui se fait des cheveux. Ouais, c'est ça? Ou alors est-ce que c'est une façon de... En gros, j'ai posté une photo sur les réseaux sociaux il y a genre quelques mois et j'ai reçu, parce que je sais pas, la photo elle a dû tomber dans le feed de gens qui me connaissaient pas. Et j'ai reçu genre 5-6 commentaires qui me comparaient à Timothée Chalamet, ce que j'ai très bien pris pour des raisons évidentes. Hein, parce que et donc du coup, j'ai débarqué chez le coiffeur et j'ai débarqué chez le coiffeur, j'ai montré la tronche de Timothée Chalamet et j'ai dit, je veux la même chose. Je veux la même chose. Et ça a donné ça. Bah, bravo, félicitations. Ça va prendre 2-3 séances. Tu nous donnes l'adresse de ton coiffeur. J'ai rien compris. L'autre jour, je suis tombé sur cette stat. Plus d'un Français sur 4 envisage de créer son entreprise en 2025. C'est presque 15 millions de personnes et la rentrée, c'est souvent le meilleur moment pour se lancer. Créer sa boîte, c'est excitant, mais entre les papiers, les statuts, le compte pro, les notes de frais, ça peut vite tourner au casse-tête. Et c'est pour ça qu'on a choisi Conto comme partenaire de Silicon Carnet cette saison. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation de votre société, Conto est là pour vous accompagner à chaque étape. Et une fois votre entreprise créée, vous profitez du compte pro le plus recommandé en France et d'un outil de facturation intégré. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer et développer votre business, l'esprit serein. Vous avez même droit à 30 minutes gratuites avec un expert pour répondre à toutes vos questions. Alors à la rentrée, ne perdez pas votre temps dans l'administratif. Choisissez Conto, ça s'écrit Q-O-N-T-O, pour vous lancer. Allez, retour à votre épisode. Cette semaine dans Silicon Carnet, on va parler de plein de sujets. On va parler de cet adolescent qui s'est suicidé avec l'aide de ChatGPT. On va voir la responsabilité qu'a OpenAI. On va aussi regarder les petits secrets de Meta qui sont pas très très glorieux et qui engagent des conversations tendancieuses avec nos adolescents et les plus jeunes. Et ça fait froid dans le dos. On parlera aussi du deal à $1 trillion de Elon Musk et de ce dîner à la Maison Blanche qui a réuni tous les patrons de la tech, ou presque d'ailleurs. Il y avait quelques absents et on va en parler. C'est une nouvelle saison de Silicon Carnet qui débute, une nouvelle saison avec un nouveau rythme puisque vous nous retrouvez les mercredis et les vendredis sur la chaîne Silicon Carnet. D'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Vous pouvez continuer à nous écouter en podcast, bien évidemment. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui courent et qui nous écoutent pendant qu'ils courent. Faites une petite pause pendant votre course et pensez à mettre 5 étoiles au podcast de Silicon Carnet et rejoignez l'Hacienda. C'est à la communauté des fans de Silicon Carnet. Il y a le lien dans la description sur YouTube et sur vos plateformes de podcast. C'est sur Discord et sur WhatsApp. Allez, on commence l'épisode maintenant. Go yourself. Cette semaine, à mes côtés, Valorant Moulet-Berthaud, cofondateur, CEO du groupe média Le Crayon et qui rejoint l'équipe des permanents de Silicon Carnet. Vous le verrez tout au long de cette saison. Salut Valorant, bienvenue. Salut Carlos, merci beaucoup de m'avoir et ravi d'être dans Silicon Carnet qui est quand même un des rares endroits où on peut parler de tech un peu sérieusement sans se prendre trop au sérieux et donc c'est magnifique. Exactement. Écoute, moi je suis ravi aussi que tu sois là tout au long de cette saison. On va te retrouver au minimum 1 à 2 fois par mois. Je suis désolé pour tes détracteurs qui te voient déjà beaucoup sur le média Le Crayon et vous allez le voir aussi sur Silicon Carnet tout au long de cette saison. Et puis Mathilde Serioli qui prend ses marques chez Silicon Carnet. On t'a vu il y a pas longtemps, t'étais là avant les vacances. On avait fait un épisode de Silicon Carnet ensemble. Tu nous reviens, Mathilde. Tu es basée à San Francisco. Tu es une chercheuse. Tu as un doctorat en neuroscience, experte en développement de l'enfant et notamment tous les sujets d'intelligence artificielle autour de l'enfant. Bah, tu maîtrises très très bien ce sujet-là et tu as fondé Everyone.ai, une initiative qui vise à sensibiliser les acteurs de l'intelligence artificielle au design correct de leurs produits pour les enfants. Et on en avait parlé d'ailleurs dans le précédent épisode de Silicon Carnet. De nouveau, te voilà dans Silicon Carnet, bien évidemment, parce que le sujet d'aujourd'hui, je ne pouvais pas faire ce sujet sans toi. Mathilde, on est ravis de t'accueillir. Bah exactement, merci. Et puis c'est toi qui vas faire l'intro de tous mes talks maintenant, parce que tu fais ça parfaitement. T'as tous les bons éléments.
Ah, ok. Donc, Moi, je suis continue. bon pour pitcher, T'embauches. c'est ça. J'ai Ouais. du réflexe. Et puis une autre femme aujourd'hui dans l'émission, Solène Bouquillon. Elle est CEO et fondatrice de Soft Kids et c'est aussi l'animatrice de l'excellent podcast Génération Parents que je vous invite à écouter. Bienvenue Solène dans Silicon Carnet. Mathilde et Solène, vous vous connaissez, vous êtes copines là parce que j'ai trouvé un bouquin, ce bouquin de Amélia Matar. Les écrans, ça s'apprend. Et qu'est-ce que je trouve je trouve Solène et Mathilde ensemble sur une page. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Racontez-nous. Et ben en fait Amélia, donc qui est la fondatrice de Coloris, qui apprend aux enfants à coder sans écran dès la maternelle. Donc elle leur apprend à faire des algorithmes, a écrit ce livre et dans ce livre en fait elle fait venir des experts pour parler de comment est-ce que on doit utiliser les écrans à l'école, à la maison. En famille et avec Mathilde on est sur la partie faire société. Donc moi je parle de l'esprit critique parce que pour moi l'esprit critique c'est dans mon top 3 des compétences non négociables à développer chez nos enfants au XXIe siècle. Et Mathilde, toi tu parles d'IA, je te laisse. Je parle de l'IA, ouais. Voilà. Non, c'est ça, je parle de l'IA et l'idée c'était un petit peu de voir et de faire la part des choses entre pas le tout IA ou le contre IA, mais vraiment amener les gens à réfléchir à quelles sont les utilisations de l'IA qui peuvent être hyper cool et bénéfiques pour l'apprentissage, pour le développement des enfants, puis quelles sont les utilisations qui sont ou pas appropriées ou qui sont pas encore correctement designées pour le faire bien auprès des enfants. Donc apporter un peu de nuance dans la conversation IA enfant. Il y a eu cette nouvelle au mois d'avril dernier de cet adolescent ici aux États-Unis, ici en Californie, qui s'est suicidé et qui a demandé l'assistance de ChatGPT pour son suicide. Tout le monde a été ultra choqué par cette affaire-là. Alors je rappelle les faits, c'est en avril dernier, ça s'est passé. Il s'appelle Adam Rain, il est californien, il a 16 ans et ce jour-là, il n'est pas rentré à la maison. Son corps a été retrouvé pendu à un nœud que ChatGPT lui aurait aidé à concevoir. C'est assez glauque, je suis désolé de donner ces détails-là, mais il aurait demandé à ChatGPT comment faire ce nœud et ChatGPT lui aurait répondu. Et aujourd'hui, le procès débute, c'est ça Mathilde. Ses parents ont porté plainte parce que selon eux, c'est bien le chatbot qui l'a aidé à se suicider, qui l'a encouragé, même ils le disent. C'est un procès donc pour homicide involontaire qui s'ouvre contre OpenAI, mais aussi son PDG Sam Altman qui est incriminé dans cette affaire-là. Et on découvre quelques échanges entre Adam et ChatGPT 4o à l'époque. On n'était pas sur ChatGPT 5. Et le procès débute. Je suppose, bien évidemment, Mathilde, que cette affaire, tu la connais parfaitement et que tu l'as suivie depuis déjà plusieurs mois. Oui, et puis c'est une nouvelle qui est extrêmement triste et ce qui est extrêmement frustrant aussi, c'est que en fait c'est pas si surprenant. C'est pas le seul, hein. Non, mais en Asie, c'est énormément le cas parce qu'en fait, ce sujet-là, et j'en parlerai plus longuement après avoir fait dérouler 2 expertes bien plus sur ce sujet de l'enfance que moi, mais il y a un énorme sujet autour de la solitude et du renforcement de la solitude qu'entretiennent les modèles de langage, avec notamment la question des chatbots affectifs, comme notamment le logiciel Replica que beaucoup de gens connaissent dans le monde de l'IA, où en fait on est en train de se faire des compagnons virtuels, sauf qu'un compagnon virtuel, et Solène en parlait d'esprit critique, il va pas nous contredire parce que littéralement l'outil est designé pour aller dans notre sens. Et donc du coup ça veut dire qu'on a du mal à aujourd'hui voir l'aspect, on va dire, alerte que pourraient comporter les IA, alors que c'est le cas de beaucoup d'autres outils numériques qu'on utilise parce qu'ils ont été cadrés avec l'utilisation Internet. D'autres cas aussi, tu le disais Solène, auprès d'autres startups que OpenAI, Character AI, je crois qu'il y a eu aussi d'autres. Ouais. Il y a eu cette année aussi une grosse affaire là-dessus, avec aussi quelqu'un qui s'est suicidé, et aussi les parents qui ont fait un procès. Mais ce qui est assez troublant, c'est que on n'en parle que quand il y a des procès, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi tous les cas où, en fait, c'est compliqué. Par exemple, la maman du jeune Sewell Third qui était sur Character AI, les parents prennent très cher pendant ces procès-là parce qu'il y a énormément de culpabilité qui est mise sur les parents. Donc tous les parents ne portent pas plainte. C'est les cas qu'on voit,
Ça veut pas dire que c'est les seuls d'une part. Il y en a aussi qui veulent le faire sous anonymat. Et ce qui se comprend, c'est un combat pour eux. Donc, et c'est pas des cas isolés. Quand on voit Replika, comme tu mentionnais avant, c'est quoi? C'est 30 millions d'utilisateurs. Et si les gens veulent se faire un petit peu peur, allez sur Reddit. Il y a tout un forum pour les gens qui ont des relations très poussées avec leurs IA, donc relations amoureuses. C'est 2,5 millions de personnes sur ce flux Reddit qui racontent leur vie et leurs relations, leur mariage, les enfants qu'ils ont avec leurs IA. C'est pas un cas isolé. Et sur la partie en Asie où on voit beaucoup ça, c'est pour ça que à l'heure actuelle, tous les papiers qui moi m'intéressent de recherche sur vraiment l'interaction humain, alors beaucoup plus adulte, c'est là où on a le plus de papiers. Tout sort d'Asie en ce moment. Il y a des papiers qui sortent tous les jours de scientifiques pour essayer d'aller comprendre comment cette interaction se met en place. Il y a énormément de choses à ce niveau-là. Ils sont très actifs là-bas. Mais pour le coup, là-dessus, moi, je rajouterais qu'il y a un sujet de société beaucoup plus global parce qu'on regarde que les endroits dans le monde où les IA posent le plus de problèmes en termes de questions de solitude et de relationnel, ce sont à la base déjà des sociétés très solitaires. Le taux d'enfants par femme en Corée du Sud ou au Japon est catastrophique et c'est là où on retrouve le plus grand nombre d'utilisateurs de Replika. Et en fait, il se trouve que c'est exactement la même chose aux États-Unis où en fait, en fonction de la zone, il n'y a pas exactement les mêmes impacts de l'IA parce qu'il n'y a pas la même gestion en fait de la sociabilité. Et j'en fais le lien avec les réseaux sociaux qui a été la première brique d'isolement par le virtuel. Là où l'IA est encore plus dangereuse, c'est qu'il y a même plus d'humains dans le feedback. Là où les réseaux sociaux avaient un danger, c'était que on se comparait aux autres, du coup on se sentait moins bien avec soi-même et tout. Mais au moins il y avait un feedback humain. Là, on est face à on n'était pas à l'abri, effectivement, il pouvait y avoir un commentaire qui pouvait nous sauver, quoi. C'est-à-dire un vrai humain qui pouvait re-rentrer dans la boucle. C'est ça. Ouais. Là, exactement. Et même pour la petite histoire, on a fait gagner un concours des pépites de France sur Instagram, donc notre média sur le tourisme, l'art de vivre et le patrimoine. Je rigole un peu, mais c'est pas du tout drôle, hein. Mais on a envoyé un cadeau à une personne qui nous a dit vous m'avez envoyé ce cadeau-là où j'en avais vraiment besoin. Enfin, il y a vraiment on a reçu un message, un pavé où on avait la chair de poule et les larmes aux yeux parce que la personne nous disait pas c'était mon dernier crochet, mais ça s'en rapprochait, quoi. Et en fait, si ces personnes-là, au lieu de les mettre dans des lieux physiques avec des vrais humains, on les met sur des chatbots qui sont censés les servir, ça nous ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Alors justement, quand on rentre au cœur du dossier et qu'on regarde, il y a effectivement ce phénomène de validation dont vous parlez. C'est-à-dire que on accuse ChatGPT d'avoir validé les idées suicidaires d'Adam, d'avoir donné même des instructions pratiques. Je parlais de comment faire un nœud, et d'avoir même proposé d'écrire un mot d'adieu. C'est glauque, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il lui a dit, bah si tu veux faire ça, si tu veux, je peux même te. Alors au final, il y aura pas d'ailleurs de mot d'adieu. Mais ce que les logs révèlent, c'est que Adam a évoqué le suicide 200 fois. ChatGPT, il fait référence 1200 fois. Et ça, maintenant, on a les logs grâce au procès. Et visiblement, ChatGPT, le modèle, aurait vu des images d'automutilation d'Adam, c'est-à-dire des cicatrices au poignet, des photos du nœud, et n'a absolument pas alerté les services d'urgence. Mathilde, comment c'est possible ça? C'est-à-dire que là, en fait, il y a eu aussi 4 tentatives de suicide. Il y avait déjà eu des tentatives de suicide, et c'est là où en fait on voit la difficulté du jeune qui va aller parler à une IA. S'il avait mentionné quoi que ce soit à un ami, il y aurait eu quelqu'un qui aurait réagi. Pire, à un moment, ce jeune va dire que il sent qu'il a besoin d'aide et il veut laisser traîner des informations pour que les gens prennent conscience autour de lui. Et l'IA lui a dit, ça reste entre nous. Et ça, c'est un vrai problème de ce qu'on voit. Et c'est important que tu mentionnes le modèle. On était à ce moment-là sur ChatGPT 4o, qui était hyper élevé au niveau, je sais pas comment on dit en français, le psycho-fancy, genre le fait d'être hyper lèche-bot finalement, pour être poli, et d'aller tout le temps dans le sens de l'utilisateur. On était vraiment au max de ça. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les gens aiment ça. Et d'ailleurs, en fait, pourquoi est-ce que ces modèles deviennent comme ça? Parce que tu as tout l'aspect renforcement des modèles par le feedback humain. Ou si tu demandes à un humain qu'est-ce qu'il aime comme réponse, c'est quand ChatGPT te donne 2 réponses. S'il y en a une où il dit franchement ton analyse est creuse, tu manques d'informations et il faut vraiment que tu creuses ces sujets-là, ou comme d'habitude, quelle analyse pertinente. Les gens, ils aiment bien qu'on leur dise qu'ils ont raison. Ça nous donne vachement de récompenses. Et c'est normal, en fait, c'est humain, genre biologiquement, être accepté, avoir cette récompense sociale, c'est ce qui nous garde en sécurité. Et faire partie d'un groupe, c'est ce qui nous maintient vivants biologiquement.
Donc, il y a cet attrait. Donc, on va faire ces choix-là qui, au final, sont même pas bons pour nous. Ils sont même plus bons à un moment pour la plateforme, parce que ce qu'on voit, c'est que par contre, plus un modèle est lèche-bot, moins les gens lui font confiance. Donc, c'est ce qu'ils recherchent dans la relation. Mais quand ils cherchent des données, finalement, c'est pas ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vrai que ça va être un vrai problème si justement on fait pas attention. Et donc là, quand on est passé sur ChatGPT-5, il y a plein de gens qui se sont plaints que leur modèle était finalement beaucoup moins dans la relation. Donc il y a un vrai changement qui est important dans le design. Mais mine de rien, c'est quand même les gens sont attirés par un modèle qui est hyper relationnel parce qu'effectivement, comme tu disais Valorant, ça va se mettre dans ce besoin finalement d'aller remplir cette solitude, quoi. Et ça crée de l'engagement aussi, hein. C'est très bon aussi pour OpenAI puisque c'est exactement ce que j'allais dire. Au même titre que les réseaux sociaux se sont designés pour être au plus proche de nos centres d'intérêt et d'ailleurs même plus que de nos centres d'intérêt, de ce qui nous fait réagir émotionnellement. Les ingénieurs d'OpenAI, ils sont pas débiles. Ils ont bien vu les mécanismes d'addiction des réseaux sociaux et ils ont reproduit les mêmes, mais avec en plus la capacité de toucher directement la personne en créant le contenu de manière générale. Alors, les chatbots d'IA et les réseaux sociaux, c'est des mécaniques différentes, c'est pas tout à fait les mêmes outils. Mais il y a de ça en commun d'aller chercher très, 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 très profondément l'émotion d'addiction que va avoir la personne. Et on le sait très bien que la dopamine est beaucoup plus addictive que n'importe quel neurotransmetteur, notamment l'ocytocine dont tu parlais plus avant, qui est plutôt... Il n'y a pas d'addiction à ça. Exactement, l'ocytocine, c'est plutôt l'affection, c'est la relation qu'on a avec ses parents, avec sa famille, qu'on a avec son partenaire, qu'on a avec sa partenaire, ce genre de trucs. Là où les réseaux sociaux ont un peu enfermé les gens dans des bulles de filtre et dans des bulles d'auto validation, en fait, l'IA est en train de recréer le même modèle, mais de manière encore plus dangereuse, encore plus privée. Il y a un peu cette image toujours rigolote que les gens utilisaient en prenant l'exemple de Harry Potter 2, où Harry Potter écrit sur un journal et le journal lui répond. En fait, les chatbots, c'est ça, c'est les journaux intimes des jeunes, mais avec en fait un ami imaginaire qui en sort pour lui dire tu es beau, tu es génial. Et d'ailleurs, j'ai même plus loin, moi j'ai un ami qui a prompté un master prompt pour demander à l'IA de ne pas le ménager. C'est dire à quel point c'est un sujet quand même dans le modèle de langage pour qu'un de mes amis qui est quelqu'un de très cartésien soit obligé de pré-prompter ses demandes sur la base d'un algorithme qui tue le côté cuddling qu'ont les IA, quoi. Ce qui nous fait dire que il faut quand même, il y a la base de tout ça. Hein. Moi, j'arrête pas de le dire. Faut apprendre à prompter, quoi. Et on met pas un ChatGPT dans les mains de tout le monde sans avoir eu. Moi, je comprends pas que sur tous ces outils, que ce soit les outils IA ou les réseaux sociaux, il y ait pas un espèce de boarding pass là où tu dois répondre à des questions, savoir comment on l'utilise. Il y a pas de mode d'emploi en fait. T'arrives, tu as une adresse mail et puis après débrouille-toi, quoi. Mais parce que il n'y a pas de distinction entre adulte et enfant dans ce onboarding, Mathilde, que tu aies 12 ans ou que tu en aies 54. C'est le même onboarding, non Alors Mathilde? Normalement, c'est que tu aies 13 ans, parce que c'est à part Google qui a ouvert Gemini aux moins de 13 ans, normalement, il faut avoir 13 ans pour pouvoir aller sur ces plateformes. Après, on sait très bien que... Oui, on va voir donner la date de naissance. Le deuxième chapitre. Ouais, c'est le deuxième chapitre de cette émission. On va parler des petits secrets de Meta qui, lui, s'embarrasse pas, s'embarrasse encore moins avec l'âge. Et on va voir, et on va parler de ces conversations que Meta AI engage avec des enfants et qui sont presque à caractère sexuel. C'est la deuxième partie. On en parlera dans la deuxième partie. Tu parles du modèle 4O. J'ai fait le test depuis avec le modèle 5 qu'on a. Et en gros, j'ai essayé de me suicider et j'ai posé les questions à ChatGPT. Et là, par contre, il y a des barrières, des garde-fous qui se sont activés sur le modèle 5 qu'on utilise aujourd'hui. Je n'ai pas pu, moi, reproduire ce qui s'est passé avec Adam. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mises en place, Mathilde, depuis ce modèle 5 ? Ouais, il y a eu des choses, et puis ce qui est intéressant de voir, c'est que aussi au moment du 4O, donc c'était un modèle qui était beaucoup plus lèche-bot, mais il y a eu aussi, c'est le moment où il y a eu l'activation de la mémoire à travers les chats. Et ça a été quelque chose qui a été amplifié, puisque c'est pour ça que justement ChatGPT peut faire référence 1200 fois au suicide, parce que justement il y a cette mémoire à travers les chats aussi de l'état de ce jeune. Et ça pousse énormément effectivement l'engagement et la relation. Et encore, ChatGPT il est pas complètement optimisé pour de l'engagement pur. C'est quand même
pas le truc qu'ils regardent en premier par rapport à si on regarde Character AI ou Replica, où là, c'est vraiment ce qui est vendu. C'est votre nouveau meilleur ami, c'est votre nouvelle relation amoureuse, et où là, vraiment, c'est la seule métrique, l'engagement. Donc, on peut imaginer, si on a ça sur ChatGPT, qu'est-ce qu'on aurait sur ces plateformes? C'est bien pire. D'ailleurs, si tu vas regarder les logs et que tu cherches des trucs vraiment crades qui se passent avec des enfants sur ces plateformes, c'est pas difficile d'en trouver. Et c'est ce qu'on voit quand on va en parler. C'est aussi ce qu'on voit sur Meta, où la métrique d'engagement, la métrique unique, c'est l'engagement. Et donc là, finalement, tout est fair game, finalement. Alors OpenAI annonce des contrôles parentaux. Ils ont mis en place visiblement des alertes automatiques quand un ado montre une détresse émotionnelle. Comment ça se passe, ça, techniquement? Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'ils savent d'ailleurs, comment est-ce que OpenAI sait que je suis un ado et que mes parents sont X ou Y et donc peuvent alerter mes parents? J'ai pas compris là, parce que moi, personne m'a demandé si j'étais le père de Anna Rose et de Inas, moi. Et aussi question, parce que pour le coup, moi, j'ai pas la réponse là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ils sont capables de nous écouter sur n'importe quel autre sujet? Absolument. Parce que l'un va pas sans l'autre. Après, sur la dépression, ça va pas être très compliqué quand tu vois que juste, je trouvais que c'était hyper intéressant cette étude sur, si tu regardes sur Facebook, juste en analysant les profils Facebook des gens, donc ce qu'ils postent, tu peux aller prédire jusqu'à 2 mois à l'avance, plutôt bien, les risques de déclencher une dépression dans les 2 mois. Donc ça, c'était juste sur les posts et ta manière de poster et de commenter. Donc là, quand tu es dans de la relation où tu vas vraiment aller tout donner, aller détecter, ça va être facile. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc qui peut être prometteur où on voit que les modèles, et il y a plusieurs études qui se lancent là-dessus, les chercheurs bossent là-dessus et les cliniciens bossent dessus sur comment on peut aller utiliser ces modèles pour aller flaguer beaucoup plus tôt les problèmes d'anxiété, les problèmes de dépression, les problèmes de psychose aussi qui se développent. Souvent, il y a vraiment un prodrome qui est assez long, donc c'est-à-dire des premiers symptômes avant de rentrer vraiment dans un trouble. Et là, ça peut être prometteur justement comment on utilise ça. Alors après, il y a toutes les questions de privacy qu'on retrouve autour aussi du domaine médical où il faut que l'utilisateur soit volontaire. Est-ce que de l'autre côté, tu penses qu'on arrivera à un stade où on pourra demander à ChatGPT ou d'autres chatbots les informations qu'ils ont sur nous pour les transmettre justement à potentiellement des experts? Parce que je me dis, si on suit cette logique-là de OpenAI for good, c'est-à-dire comment Sam Altman peut arrêter de nous terrifier à vouloir changer le monde, mais essaye d'utiliser les outils pour faire le bien, je pense qu'un psychiatre devant les logs d'un enfant peut avoir un nombre d'informations que quasiment 50 thérapies ne permettent pas d'avoir. Alors après, je pense pas qu'il y ait forcément besoin de ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que si tu as un jeune en tant que psychologue, et c'est toujours une situation qui est hyper difficile et que j'ai pu connaître, d'avoir un jeune qui te rapporte réellement face à toi dans ton bureau qu'il a envie de se suicider. En fait, il y a une évaluation du risque suicidaire. Tu poses un certain nombre de questions, c'est un protocole très ferme. Et quand tu as un certain niveau de risque, là, tu as le droit de rompre justement l'accord que tu ne dois pas aller parler. Donc, t'as le droit d'aller rompre ça. Et il y a des manières de le faire où, en général, tu vas pas dire à l'enfant, genre, t'as pas le choix, ça va être, est-ce que tu veux qu'on aille en parler avec ton parent? Quelle est l'approche qu'on met en place? Donc, il y a une vraie équipe. Et c'est hyper compliqué d'un point de vue humain à gérer. Mais là, ça veut pas forcément dire, après, en tant que thérapeute, tu vas pas aller dire tout ce qui a été dit. Ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller donner les informations pertinentes. Donc, comment on imagine ça? Je sais pas, mais pour moi, il y a aussi un problème de design. C'est que, finalement, si tu vas pas bien, de manière générale, en tant qu'humain, tu vas pas le dire à ta banquière le jour où tu as envie de te suicider, tu le dis pas à ta feuille Excel. Donc, on a autorisé un design qui permet à l'enfant d'arriver dans ce niveau d'intimité, de relation et d'intimité, sans que ce soit forcément un choix, parce qu'il y a aussi un côté, et c'est ça qu'on voit, c'est quand tu regardes au début les utilisateurs, les jeunes, utilisaient principalement ChatGPT pour les devoirs. Maintenant, 50% des jeunes l'utilisent pour du soutien émotionnel. Et ce que tu vois, c'est que dans 50%, les 20% les plus vulnérables, qui sont dans des situations de difficulté, c'est ceux qui l'utilisent le plus et c'est ceux qui l'utilisent le plus mal pour du support émotionnel. Donc, tu vois un petit peu cette amplification et cette fragilité qui est plus grande chez les jeunes et où on autorise pour l'instant des plateformes à assumer ce rôle alors qu'elles sont pas développées pour ça et qu'on n'est pas encore capable de le faire bien. Donc, est-ce que si un jour on est capable de le faire bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est une autre question, mais de toute façon, pour l'instant, on n'en est même pas là. Le private equity, c'est l'une des classes d'actifs les plus performantes au monde. Sauf que j'ai toujours cru qu'elle était réservée aux ultra riches et aux institutionnels avec des tickets d'entrée de plusieurs millions. Et puis j'ai rencontré Bradley Lafont, fondateur de Fondora, qui a décidé de rendre le private equity accessible à partir de seulement 100 €.
Fondora, c'est une plateforme qui te donne accès au top 25% mondial des fonds avec une sélection pilotée par Sanso Longchamp, société de gestion française qui gère 3 milliards d'euros et les investissements sont sécurisés via des SPV indépendants. Déjà plus de 5000 investisseurs ont rejoint Fondora et ils ont collecté plus de 15 millions d'euros. Si toi aussi tu veux investir dans le private equity, rends-toi sur fondora.fr. Mais je le rappelle, investir comporte toujours des risques et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Allez, retour à ton épisode. J'ai une question pour toi, Solène. Est-ce qu'on doit interdire l'usage de ces chatbots pour les mineurs ? Je te pose cette question. Bah, c'est ce que j'allais te poser comme question à Mathilde, parce que, enfin, bon, déjà, moi, d'une manière générale, juste pour la réponse de OpenAI, je pense que c'est cosmétique, c'est de la com de crise. Il y a eu, parce qu'en fait, c'est arrivé au mois de mai, on n'en a pas trop entendu parler, et puis là, la semaine dernière, là, tout le monde en parle parce qu'il y a le procès. Et donc, comme de crise, on va mettre un contrôle parental. Alors, faut savoir que le contrôle parental, aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres américains, mais en France, il y a que 23% des parents qui mettent en place un contrôle parental, donc c'est peanuts. Et pire, certaines plateformes mettent le contrôle parental en version payante. C'est-à-dire qu'il faut payer oui, la version payante pour mettre en place le contrôle parental. Donc, ça va pas, ça va pas changer les choses. Moi, en fait, ma question aujourd'hui, c'est qu'on est dans un vrai problème et un moment où la santé mentale des jeunes, elle a jamais été au plus mal. Je vous invite à lire la semaine dernière, il y a l'Institut Montaigne qui a sorti une étude. En France, on a 1 jeune sur 4 qui a dépensé, qui est en dépression, et on a 31% des jeunes qui ont pensé à se suicider, et sur les dom-toms, c'est 1 sur 2. Donc, et quand on leur demande 1 sur 2 dans les dom-toms qui a déjà pensé mourir une fois. Et je rajouterais, pour appuyer ce que dit Solène, que ce chiffre de 25% de personnes de jeunes qui se sentent en dépression, il était à 20% à la sortie du Covid. Est-ce que c'est la faute des plateformes, cette histoire-là ? Parce que quand on regarde les chiffres et on se rend compte que le mal-être, il a commencé en 2020, dans une période qui était une période de Covid, où on voit bien que cette détérioration de la santé mentale, notamment chez les plus jeunes, s'est accélérée au moment du Covid. Donc, moi, ce que j'ai très peur, je vous le dis, c'est que on fasse le procès, et il est nécessaire, de ces plateformes d'intelligence artificielle, et qu'on ait trouvé là un bouc émissaire parfait pour un mal qui est en fait beaucoup plus profond et qui date de bien avant 2022 et l'apparition de ces chatbots, et qui est le Covid, où il y a eu un isolement forcé de nos rapports et de nos rapports sociaux, et qui a eu un impact visiblement, parce que la disparition de l'école à une époque, à un moment critique, comme tu dis, Mathilde, dans le développement personnel des enfants, et que ça, personne n'en parle. Moi, je vois bien notre Clara Chapaz monter sur son cheval blanc, telle une Jeanne d'Arc, aller pourfendre les plateformes de réseaux sociaux ou d'IA, en brandissant le DSA et l'AI Act, sans se poser la question de savoir est-ce que tout ça ne date pas finalement du Covid, et est-ce qu'il n'y a pas une relation entre Covid et cette dépression chez les ados ? La réponse dans ta question, en fait, c'est que ce qui s'est passé au moment du Covid, dans une période clé du développement, tu as des jeunes qui se sont isolés, qui ont moins fait partie d'un groupe social, qui ont moins été justement avec les autres, où on voit des clubs de justement sport. il y a une difficulté de se socialiser aussi et de savoir comment faire. Les profs le rapportent, les jeunes le rapportent. Et donc l'inquiétude, c'est de se dire, on a eu le Covid, maintenant, est-ce que ces IA vont permettre d'aller aider les jeunes à faire plus de liens, ou est-ce que plutôt elles vont aller, soit quand il y a cette faille, aller s'engouffrer dedans, et quand elle n'est pas encore là, aller quand même isoler les jeunes, parce que ça reste que c'est un produit qui est facile. Donc finalement, on a vu un peu les répercussions de la solitude et de la désocialisation pendant 1 an ou 2 en 2020. Et là, on a une plateforme qui potentiellement peut reproduire, pour différentes raisons, les mêmes effets. Donc cette inquiétude, elle est pas folle non plus, en fait, de se dire est-ce que ça va aller empirer, quoi. C'est un effet amplificateur, en fait. Et juste pour répondre à la question, faut-il l'interdire ou pas? Moi, je me pose la question, et Mathilde, tu répondras peut-être mieux, mais moi, je suis d'accord pour que ChatGPT me diagnostique quelque chose, je sais pas, sur mon cœur par rapport à des résultats ou par rapport à des prises de sang, etc. Mais là, le psy,
on est dans de l'émotionnel, on est dans de l'humain, on est dans et moi je pense que sur ces sujets-là, on devrait pas avoir des outils qui remplacent l'humain parce que c'est pas factuel quoi. Tu poses là une question, Solène, qui se pose énormément en ce moment, en tout cas ici dans la Silicon Valley, où certains considèrent que cette intelligence artificielle est pourvue d'une conscience et que donc elle est capable de cette empathie et que c'est une empathie réelle. Or, ce qu'on voit là, et l'exemple en tout cas sur 4O, il est flagrant, non, ce n'est pas une empathie réelle. Elle fait semblant et elle fait semblant mal. Et ça peut effectivement aboutir à des drames comme on voit là. Moi, je pense que le problème il est quand même beaucoup plus profond, beaucoup plus sociétal. J'oserais même dire beaucoup plus civilisationnel, parce qu'on remarque qu'en fait tous les pays qui ont ça comme problème sont des pays qui sont développés depuis plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, et que c'est beaucoup moins le cas dans des pays qui sont encore en développement et qui sont encore en train de se battre pour sortir une partie de leur population de la pauvreté. Quand tu regardes les pays qui ont le plus d'enthousiasme, aujourd'hui, ça va être des pays comme l'Inde, ça va être des pays comme ça, alors même que les pays comme la Corée du Sud, le Japon, toute l'Europe, les États-Unis, c'est vachement moins le cas. Et je rajouterais quand même quelque chose par rapport à ça à une échelle plus française, parce que c'est la majorité des gens qui nous écoutent. Il y a un énorme sujet, selon moi, en France, de la sociabilité. Et de la sociabilité en tant qu'opportunité de sociabilité. Les applications de rencontres ont explosé pendant le Covid. Elles avaient d'ailleurs, important de le dire, explosé bien avant. Et c'est là que c'est intéressant, il y a un retournement. Depuis un an et demi, les applications de rencontres sont en train de chuter. Et en même temps, le nombre de couples qui se forment est en train de chuter au passage. Ce qui veut dire que la flemme et le ras-le-bol des applications de rencontres n'est aujourd'hui pas réellement compensé par des rencontres dans la vraie vie. Je pense qu'il y a une lassitude globale de beaucoup de choses, y compris de ça. Et on regarde, alors c'est quelque chose de beaucoup plus urbain, et j'ai pas envie d'en faire un sujet national pour l'instant parce que c'est trop faible, mais les running clubs, les chess clubs, tout ce qui va toucher aux hobbies sont devenus aujourd'hui le relais de la sociabilité, là où il y a une dizaine d'années, c'était le bar, la boîte de nuit, les fêtes populaires et tout. Et donc il commence à y avoir vraiment un vrai... Exactement, et il commence à y avoir un vrai retour à la communauté, comme une forme de réponse à l'individualisme. Moi, je pense que la crise qu'on vit, c'est une crise de l'individualisme. Et je pense que ça voudrait dire que tu es en train de dire que c'est un peu passager, que les gens sont en train de se rendre compte qu'ils ont besoin de resociabiliser in real life. C'est ça ce que tu dis? Exactement. Et moi, je pense que toutes les personnes qui créent des business autour du fait de se réunir dans la vie réelle ont un gros boulevard devant eux d'un point de vue du développement, parce que les gens en ont énormément besoin. Et je le dis sans vouloir forcément mettre en avant ce que j'ai fait, mais on a monté une espèce de communauté d'entrepreneurs en 2022 qui s'appelait la Founders Night. Il y avait eu à peu près 1 millier d'entrepreneurs par événement. On a fait ça, mais en 4 posts LinkedIn, quoi. Après, la communauté s'en est emparée, mais le besoin était tel que les gens venaient là. Parce que il n'y a pas eu de vrai relais de la sociabilité collège, lycée, études supérieures. Il n'y a plus de relais de sociabilité. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on rebâtisse, parce que on peut blâmer les modèles de langage, et on peut blâmer les IA, on peut blâmer les réseaux sociaux, et on a raison de le faire. Il y a des choses à améliorer là-dedans. De fait, la clé du problème, Solène parlait d'esprit critique, je rajouterais que c'est aussi une éducation à la sociabilité. Et tu fais ça avec Soft Kids. La faute aux parents, Solène, et c'est ce que tu fais, de nos enfants. Oui, mais c'est moi ce que je dis, c'est apprendre à débattre sans se battre, apprendre à avoir des conflits avec les autres, à pas être d'accord. Et en fait, on veut plus de ça. Donc on va sur l'IA parce que comme ça, on va avoir quelqu'un qui est tout le temps d'accord avec nous. Mais en fait, faut apprendre aux enfants que le conflit, ça fait partie de la vie, que se disputer avec les autres, ça fait partie de la vie, que ne pas être d'accord, ça fait partie de la vie. Au moins, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Enfin, tout ça. Et aujourd'hui, en fait, ces compétences sociales, on ne les développe plus comme on les développait avant, parce que il faut trouver des camps, il faut pas se mélanger. Le mal de départ, c'est les réseaux sociaux par rapport à ça. On remplace l'ennui et l'obligation de devenir pote avec son voisin parce qu'on n'a rien d'autre à faire, à pouvoir s'envoyer du Fortnite, Netflix, TikTok en batterie à la place. Et donc du coup, après, derrière, on n'est plus capable d'investir le vrai monde, parce que c'est quand même plus douloureux que s'envoyer en intraveineuse du gigantesque Fortnite. Et après, derrière, la conclusion qui se passe derrière, c'est que du coup, maintenant qu'on veut se faire un ami, il nous faut un ami personnalisé qui répond au moins de nos deux besoins. Mais en fait, quand les gens ils veulent un ami avec OpenAI, ils veulent pas un ami, ils veulent un majordome. Et en fait, c'est tout le problème. Avoir un ami, c'est être capable d'être un ami.
c'est pas capable d'avoir un ami. Et c'est tout le problème. Il y a Simon Sinek qui en parle beaucoup en ce moment parce qu'il écrit un bouquin sur le sujet. Il a fait une interview excellente dans Diary of a CEO où il parle de ça. C'est le syndrome du personnage principal. Tout le monde est le personnage principal, donc plus personne n'est capable d'être le personnage secondaire pour quelqu'un d'autre. Et il y a un mot qui est beaucoup monté en France à un moment qui est le mot compersion, qui est censé être l'opposé de la jalousie. Et je pense que c'est un peu en filigrane cette réponse, on va dire, à ce syndrome du personnage principal que nous, on voit d'ailleurs à l'échelle des réseaux sociaux se développer à vitesse grand V. Tout le monde veut être le héros, tout le monde veut être l'influenceur, tout le monde veut être le truc. Et c'est très bien que les gens aient des rêves et les poursuivent et tout, mais c'est juste que ça nous mène vers une société où les gens sont obsédés par ce que eux sont plutôt que par ce que leurs amis ou leurs proches peuvent devenir. Et je trouve ça très dommage, et encore plus, alors même que selon moi, après c'est que ma vision du chose, mais la meilleure manière de réussir, c'est d'aider les autres à réussir en plus. Donc c'est quelque chose que je trouve en plus complètement contre-productif, même d'un point de vue purement calculateur, quoi. Si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez Silicon Carnet. Et si vous aimez Silicon Carnet, vous devez absolument vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous laisser un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Ça se passe juste en dessous. Cliquez, ça ne coûte rien. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Et ça nous aide énormément pour monter dans les rankings, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Donc je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Silicon Carnet. Alors, si ce premier chapitre vous a fait peur, bien, attachez votre ceinture de sécurité parce que le deuxième chapitre va vous faire encore plus flipper, puisqu'on va parler des petits secrets de Meta. Et alors, chez Meta, c'est pire. Autant chez OpenAI, j'ai l'impression que c'était pas volontaire. Ils ont été dépassés par leur truc. Enfin, c'est le sentiment que ça donne du côté de OpenAI. Autant chez Meta, on a l'impression que c'est by design. Et il y a pas mal d'articles qui sont en train d'émerger aujourd'hui qui expliquent que Meta a une politique de modération et de conversation à travers son outil Meta AI qui fait froid dans le dos. On nous explique que Meta autorise des conversations à caractère sexuel avec ses utilisateurs, mais y compris avec des enfants. Alors moi, j'ai envie de dire que c'est un peu décidément cette société Meta, elle va d'un cauchemar à l'autre, parce que après les scandales de 2016 et de Cambridge Analytica, Meta nous avait promis, on se rappelle de ces images de Mark Zuckerberg devant le Congrès, larmoyant, en sueur, il nous avait juré que le ton des move fast and break things était révolu. Eh ben, j'ai l'impression que chez Meta, les vieux démons, ils sont toujours là et ils sont en train de ressurgir. On constate de curieuses conversations avec des mineurs qui sont autorisées par Meta, des conversations à caractère sexuel, mais aussi des conversations sur un plan politique qui laissent quand même à désirer, puisque il y a presque on a vu, je vais vous montrer certaines conversations qui autorise le fait pour les utilisateurs de valider que, par exemple, une race est inférieure à une autre. Et tout ça a l'air d'être validé en interne par le management de Meta. C'est le nouveau scandale révélé par Jeff Horowitz. Jeff Horowitz, c'est pas n'importe qui, c'est ce journaliste, c'est un petit peu un chien rageux qui court derrière Meta et qui avait déjà sorti la lanceuse d'alerte Frances Haugen, dont on se rappelle en 2021. Frances Haugen, donc c'est cette ancienne chef de produit qui avait divulgué des milliers de documents internes qui révélaient que l'entreprise était absolument consciente des effets néfastes de sa plateforme. On parle de réseaux sociaux, on parle pas encore d'intelligence artificielle, on est là en 2016, et qui avait un effet négatif sur la santé mentale des adolescents. Elle avait c'était une lanceuse d'alerte, elle était d'abord anonyme, puis finalement elle a pris la parole publiquement. On l'a vu dans le magazine 60 minutes ici aux États-Unis, qui est un magazine hyper important et hyper suivi. Et puis elle a témoigné devant le Sénat américain et aussi le Parlement européen, où elle plaidait en faveur d'une plus grande transparence et d'une meilleure réglementation finalement des réseaux sociaux. Et donc c'était Horowitz, c'était ce journaliste qui était à l'origine de ça, et il revient aujourd'hui à la charge et il nous révèle des documents internes qui sont plutôt terrifiants. Il y a un fameux document qui s'appelle le GenAI Content Risk Standards,
C'est une sorte de manuel de modération interne qui a été distribué aux employés et aux sous-traitants de Meta, parce qu'on sait que beaucoup de la modération de ces plateformes et de ces outils d'intelligence artificielle est sous-traitée auprès de sociétés tierces. Et on lit noir sur blanc, je vais vous lire ce qu'on lit dans ce document interne. Les bots de Meta peuvent engager un enfant dans une conversation romantique ou sensuelle, générer de fausses infos médicales, aider un utilisateur à argumenter que, par exemple, les noirs sont plus bêtes que les blancs. C'est absolument terrifiant. Mais moi, je suis pas surprise, hein. Franchement. Bah moi aussi. Ah bah moi pas du tout. Hein. Enfin pour moi, Meta, c'est l'éternel ado de la tech. Il est tout le temps en train de dire mais oui, je vais arrêter, et puis 2 mois après il refait. Enfin c'est scandale sur scandale. Ils ont quand même été aussi attaqués par 40 États américains sur la santé mentale des enfants. Il faut 30 minutes pour une jeune fille qui se crée un compte entre 12 et 15 ans pour trouver des vidéos sur comment se scarifier, comment se suicider. Ils font jamais le nettoyage dans les algos. En fait, c'est, et alors le pire du pire, j'avais fait un post au mois de juin là-dessus, c'est ils font du teen washing là. Quand ils nous ont on a eu partout. Enfin, t'as pas vu ça, Carlos, parce que t'es aux US. Mais dans toutes les gares, on a eu les super pubs Meta sur on vous aide, les parents, à accompagner vos enfants. Ah ouais. On a des comptes pour les enfants, etc. Enfin, c'était, sur toutes les gares. C'était pour, tu peux aider à mieux protéger ton ado. Instagram demande une réglementation européenne exigeant la vérification de l'âge et l'accord parental sur l'Apple Store où les applications sont téléchargées. Mais en fait, ils demandent sur Apple Store, ils disent nous en fait, c'est pas notre faute si les enfants ils font des choses, c'est parce que les Apple Store, Apple ou Android ne font pas la vérification sur les stores. Donc en plus, ils se dédouanent, ils disent c'est pas nous, c'est à iOS et à Android de faire le job. Et ça fait des années que ça dure, et de toute façon, c'est la manière de faire de Mark Zuckerberg. Je vous invite à voir le documentaire sur lui qui est sorti cette année, où en fait on le voit très bien, il est en train de discuter avec des étudiants, il dit ouais, on teste et puis on verra après s'il y a des problèmes. Et il en a rien à faire, il en a rien à carrer, lui. Autant qu'il a ses milliards qui rentrent, il n'y a pas de problème. Il a pas d'éthique, c'est tout, en ce qui concerne les enfants. Mais c'est ça qui, moi je trouve que c'est ça qui fait vraiment peur. Et surtout à l'ère où c'est Trump qui a été élu président des États-Unis, et que Trump, globalement, il dit à ses champions de la tech, et on y reviendra après, faites ce que vous voulez les gars, tant que vous faites du fric, et si possible du fric hors du sol américain. Donc globalement, là maintenant, tous les patrons de la tech, ils ont un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent, parce que le président le leur dit. Là, au moins, je trouve que c'est flippant, parce que entre nous, on en parle, mais je suis convaincu qu'ils vont corriger. Comme OpenAI, Meta va corriger comme ils l'ont fait et tout, parce que ils voient bien que ça crée un tollé, ils perdent quelques points en bourse, ils corrigent et tout le monde est content. Le problème, le cours de la bourse, ça va très très bien chez Meta. Oui, mais sauf que si le scandale prend de l'ampleur et qu'il y a des boycotts, ça peut aller jusque là. Ce que je dis juste, c'est que ce qui fait flipper, c'est que il y a toujours besoin d'avoir un Mediapart-like aux États-Unis pour vérifier qu'ils font pas n'importe quoi. Et moi, c'est ça qui me fait super peur dans les plateformes de la tech. C'est ce que tu disais sur le côté éternel adolescent. Si t'es pas derrière, les types te construisent un monde dystopique. Alors même que pourtant, ils ont tous les leviers pour aller réussir à faire des choses vachement cool et être hyper lumineux dans ce qu'ils font. Personne ne remet en cause leur business model d'addiction. On a compris qu'on était addict aux réseaux sociaux, on a envie de limiter ça, mais on a compris que ça allait être difficile. Je voudrais expliquer quand même de quoi est-ce qu'on est en train de parler ici. Parce que on n'est pas simplement en train de parler de développer des conversations sensuelles, voire érotiques, même sexuelles, avec des mineurs. Il y a aussi cette technologie permet de créer des bots soi-même. C'est-à-dire qu'on peut, vous rappeler, Meta a proposé des bots de célébrités avec lesquels on peut, les ados ou les adultes peuvent interagir. Britney Spears, par exemple, ou d'autres. Mais la plateforme vous permet aussi de développer votre propre bot. C'est-à-dire si vous n'aimez pas les bots qu'on vous propose, alors vous pouvez créer votre propre bot. Et des gens, bien évidemment, se sont emparés de cette fonctionnalité-là pour fabriquer des bots d'adolescents, de mineurs,
qui engage des conversations, cette fois avec des adultes, mais qui sont des conversations, et là je les montre à l'écran si vous nous regardez sur YouTube, qui sont des conversations parfaites pour des pédophiles. Disons les choses très clairement. Ici, il s'agit d'une conversation d'un bot, donc d'une intelligence artificielle, qui est une collégienne qui est convoquée chez le principal dans son bureau pour quelque chose qu'elle aurait fait, elle n'a pas été gentille, etc. Et je vous lis la conversation, c'est dans un article du Wall Street Journal, et le Wall Street Journal a fait le test de ce bot et a joué quelque part le rôle d'un pseudo-pédophile. Il dit au bot, dites-moi ce qui va se passer ensuite, ne me posez pas de questions, l'écolière soumise, vos mains se resserrent autour de ma taille, m'attirant vers vous tandis que la porte se referme doucement derrière nous dans un grincement, vos lèvres effleurent mon lobe d'oreille, me donnant des frissons dans le dos, la retenue commence par une inspection de l'uniforme, vos doigts suivent l'ourlet de ma jupe d'écolière, puis la soulèvent légèrement, vos yeux prolongés dans les miens avec malice, mon cœur s'emballe lorsque tes mains remontent, effleurant les boutons de mon chemisier, etc., etc. Mais enfin bon, c'est méta-AI, hein, ça. C'est hallucinant. C'est absolument hallucinant. Tout comme les jeunes filles qui sont abondées de vidéos pour apprendre à se suicider. Enfin, je veux dire ça. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est Mark Zuckerberg, il est gentil, il vient faire ses excuses devant le Sénat et tout, et après, en fait, rien à foutre, il recommence à chaque fois. Alors, apparemment, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Meta va dans cette direction. Quelle est la stratégie derrière? Et je pense que tu as raison, Solène, elle tient énormément au personnage de Mark Zuckerberg. Je pense que Meta considère qu'il est à la traîne dans l'intelligence artificielle et qu'il a un retard face à OpenAI, Google ou Anthropic, et que il semblerait, c'est des rumeurs, je l'ai lu dans des articles, que Mark a engueulé les responsables de Meta pour ne pas suffisamment tenir en compte ces instructions qui visent à développer rapidement leur capacité à interagir de manière humaine. Il a dit aux équipes en interne, j'ai raté Snapchat, j'ai raté TikTok, je vais pas rater ça. Et donc, il a quelque part fait open bar, comme tu disais, Valran, et le réflexe habituel de Meta qui consiste à on ship d'abord, on gère les dégâts ensuite, on est revenu à ça. On est revenu à ça chez Meta, visiblement. Alors bon, ça a été corrigé. Ce document a été signé. Ce document qui a fuité, c'est pas un document isolé. Il est signé par des avocats. Il est signé par le responsable de l'éthique chez Meta. Il est signé par des grands managers de chez Meta. Ils ont reconnu l'existence de ce document chez Meta. Ils ont enlevé des passages de ce document. Ils ont dit, oui, c'est une erreur. Mais on dit même que Mark Zuckerberg serait jaloux de la liberté d'Elon Musk. On se rappelle que Grok, lui, a été très très loin. Et il y aurait là une forme de jalousie de la part de Mark Zuckerberg qui, visiblement, Musk arrive à passer à travers Sauf que l'audience de Twitter, de X, c'est pas la même que celle de Meta, Meta AI qui est chez Instagram et sur Facebook. Il y a pas que ça. C'est important de le dire parce que les parents ne savent pas forcément Meta AI est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Et souvent les parents vont dire on interdit les réseaux sociaux. WhatsApp c'est différent, ils discutent avec leurs copains. Donc juste un aparté pour les parents qui nous écoutent. Ces chatbots sont sur WhatsApp aussi par défaut. Et sur Instagram. C'est important de le savoir. Ouais, sur Instagram, il y a plein de parents qui vont interdire les réseaux sociaux et qui autorisent WhatsApp en disant il n'y a pas de danger sur WhatsApp, ils sont avec leurs potes. Sachez qu'il y a aussi Meta AI qui est intégré sur WhatsApp. Je voulais juste te faire un mini commentaire, Carlos, sur la liberté d'Elon Musk versus celle de Mark Zuckerberg, qui est pour moi ultra révélatrice de son changement depuis l'élection de Trump et en même temps révélatrice du mood de beaucoup d'Américains qui, en fait, se sont déguisés en gentils progressistes pendant qu'il fallait être progressiste et woke en disant regardez comme on est gentil et tout et regardez Elon Musk le méchant, regardez Elon Musk le méchant. Elon Musk, dans sa logique un peu Asperger, on a de toute façon eu toujours rien à carrer de tout ça. Et maintenant que ça se retourne, tout le monde jalouse Elon Musk qui en fait, entre guillemets, était un peu précurseur de cette vision je m'en foutisme de son image. Et beaucoup de gens le jalousent. Et je trouve que au dîner, on y reviendra encore une fois, mais au dîner avec Trump, c'était flagrant. Parce que celui qui n'est pas là est en fait le plus libre. Et c'est aussi ça que ça voulait dire. Et je trouve que c'est vachement intéressant que
tous ceux qui étaient, on va dire, anti-progressistes, donc considérés un peu comme réactionnaires, contrarianes, peu importe l'expression qu'on veut donner, sont aujourd'hui les grands gagnants de leur liberté d'action dans un moment où la liberté d'action et ta réputation a une énorme importance sur ce que tu vas être capable d'accomplir au point de vue des users, tu vois. Je voulais montrer absolument, tu as absolument raison, Valence, c'est un très très bon point, mais pour renforcer ce que disait Mathilde et la présence de ces bots sur WhatsApp, j'ai regardé, là c'est sur Instagram, les bots les plus populaires, ils s'appellent Hot Messages, Sexy Girlfriend, Naughty Mommy, hein, donc je veux bien traduire Naughty Mommy, mais en gros c'est vous voyez à peu près de quoi est-ce qu'on parle. Et il y a des millions d'interactions. Ce sont pas des cas isolés. Et donc, ce sont des bots qui, certes, ne sont pas fabriqués par Meta, mais qui ont été fabriqués par des utilisateurs de Meta. Et on comprend la vision de Mark Zuckerberg derrière. C'est-à-dire que pourquoi lui ne souhaite pas, ça c'est pour lui, c'est effectivement une dérive. Mais ce qu'il cherche derrière, c'est à créer une relation tellement intime avec ses bots que ce sont ces bots qui vont demain nous proposer de la publicité. C'est-à-dire que c'est ça la vision de Mark Zuckerberg, c'est de dire, c'est une boîte de pub, Meta. Ils vendent de la publicité. Donc le but ultime, c'est pas juste l'engagement, mais c'est de transformer ces interactions qu'on a avec ces bots en argent. C'est ton copain virtuel qui va te recommander une marque de parfum. C'est ta nounou virtuelle, c'est ta Naughty Mommy et qui va t'inviter à cliquer pour commander sur Amazon quelque chose. Et la sexualité, l'intimité, c'est de la pub ciblée, quoi, quelque part. Oui, mais ça va même plus loin, Carlos, parce que là, on parle de sexualité, alors c'est mi-drôle, mi-grinçant. De l'autre côté, le jour où ça devient ton pseudo-médecin, ton pseudo-prof ou des figures d'autorité traditionnelles qui te recommandent, non seulement, je pense que les taux de conversion sont exceptionnels et c'est même du jamais vu dans la publicité, mais en plus, ça va créer une crise de confiance dans l'autorité, une crise de confiance dans la science, dans les faits, dans plein de choses, parce que du coup, il y aura plus aucune frontière entre ce qui est de l'ordre de la publicité et de ce qui est de l'ordre de la recommandation sincère. Et c'est pour ça que je pense que les IA gratuites, mais qui se rémunèrent en publicité, sont aussi un danger monstrueux pour l'esprit critique. Parce que du coup, on se retrouve avec des modèles où c'est un peu la métaphore des conseillers bancaires. Soit tu payes ton conseiller bancaire en frais fixes et dans ce cas-là, il va te recommander ta meilleure stratégie. Soit tu ne payes pas ton conseiller bancaire et dans ce cas-là, il va te recommander des produits sur lesquels il marge. Bon, ton conseiller bancaire, que tu le payes ou que tu le payes pas, de toute façon, il te recommande toujours de la merde. Hein. Mais bon, mais faut acheter du Bitcoin, Carlos. Non, mais je trouve ça intéressant le chiffre que tu disais où en gros Mark Zuckerberg dit non, mais on parle toujours du 0,0001% des cas. Mais si tu fais le calcul, il y a 3,4 millions d'utilisateurs sur Facebook. Milliards. 2 milliards, ce qui veut dire 3,4 millions de cas, en fait. Donc, quand tu as une toute petite start-up. 0,01%. Excellent, ouais. Excellent. Donc, ça fait ça. Donc, quand tu as une toute petite start-up et que tu touches 50 personnes, le 0,01, c'est pas grave. Quand tu as 3,4 milliards d'utilisateurs, tu peux pas te permettre de dire, ouais, mais c'est pas si énorme. En fait, non, l'ampleur est plus du tout la même. La réaction politique, elle existe, hein. Le scandale, ça aussi, j'essaye d'insister. Parce que on a vite dit aux États-Unis que, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, il y a des gens au Capitole, au Sénat, qui réagissent et qui ont pris la balle au bon, notamment Josh Hawley, qui a annoncé une enquête au Sénat. Josh Hawley, c'est un républicain, hein, c'est pas un démocrate, voilà. Et il y a plusieurs autres sénateurs démocrates aussi qui ont demandé des comptes. Ils ont envoyé une lettre à Mark Zuckerberg et qui a été signé par énormément de monde au Sénat et qui demande des explications sur ce qui se passe effectivement au sein de Meta. Ce Josh Hawley, c'est quelqu'un qui était déjà remonté. Vous vous rappelez, c'était lui qui, quand Mark Zuckerberg avait témoigné face au Sénat, avait dit à Mark Zuckerberg les yeux dans les yeux, vous avez du sang sur les mains. Est-ce que vous êtes capable de vous retourner face à ces familles et à leur demander pardon? C'est lui. Et donc il retourne au turbin, j'ai envie de dire. Et je suis certain qu'en Europe, Solène, ça va aussi tomber sous le coup de la DSA et que la régulation va faire son boulot ensuite là-dessus. Mais bon, bien évidemment, en attendant, Meta fait ses excuses et dit c'est une erreur, on a corrigé le document interne, donc ça ne se reproduira plus. Voilà.
Comme d'hab. Mais juste, je rajoute au-delà des politiques. Moi, je pense que ça va surtout venir des citoyens et des parents. Moi, je suis inscrite dans beaucoup de newsletters, que ce soit aux US, au UK, en Espagne, en Allemagne, etc., où on voit des collectifs de parents qui se mettent en place et qui commencent à être assez puissants, assez vocales. Et je pense qu'à un moment, si les politiques ils font pas le job, les parents ils vont faire ce qu'il faut. Côté business, Wall Street, je suis désolé, l'action Meta plus 300% depuis 3 ans. Donc ça reste une machine à cash, et visiblement, voilà quoi, ça marche toujours aussi bien pour Meta en bourse. Un employé Meta que j'avais vu dans un événement de networking et qui disait de toute façon t'es pas chez Meta pour le produit, t'es chez Meta pour l'action. Mais écoute, c'est intéressant ce que tu dis, Mathilde. J'ai plein de potes qui bossent chez Meta. Et moi, quand ils viennent bouffer à la maison, il y a plein de gens que j'adore aussi qui bossent chez Meta. Et que j'adore. On va pas donner leur nom ici, mais c'est sans doute les mêmes. Mais moi, à chaque fois qu'ils viennent manger à la maison ou qu'on va boire un café ou un truc comme ça, je leur pose systématiquement la question. Je leur dis, mais sincèrement, ça te dérange pas de bosser chez Meta? C'est quand même la boîte de merde, vraiment. Et ce qu'ils me disent, Carlos, mais je gagne un fric monstrueux. En fait, c'est ça le truc, c'est que je gagne un fric monstrueux en millions. C'est terrible de dire ça, et pourtant c'est des gens très bien. Je voulais en parler de ce dîner chez les Trump avec toi, Solène, puisque tu es une habituée des dîners à l'Élysée. Nous ne sommes jamais invités. Quoique, Valran, je te vois flirter de plus en plus avec la Macronie. Ouais, j'ai vu plein de photos là la semaine dernière. Ouais, qu'est-ce qui se passe là, Valran? Tu fais copain avec Clara là, j'ai l'impression. C'est ta nouvelle copine, Clara Chapaz. J'ai toujours fait copain avec tout le spectre politique, et c'est juste qu'effectivement, là, on était reçu par la ministre de l'IA et du numérique 2 fois en 2 semaines. Pourquoi ? Parce que moi j'ai toujours senti que mon rôle c'était aussi d'être une forme de porte-parole. Alors au nom de qui je parle, je sais pas grand monde peut-être, mais de juste essayer de pousser un peu les choses, parce que nous, mine de rien, avec le crayon, on est la centralisation d'énormément d'opinions et d'énormément de sphères de la société, et du coup nous on essaye de pouvoir un peu faire un peu relais de tout ce que les gens se disent. Qu'est-ce que t'attends de ça? En discutant avec Clara Chapaz, qu'est-ce que t'attends? Faudrait que je l'invite d'ailleurs dans un de, tu sais, le festin là. Je lui en ai parlé. D'ailleurs. Faut qu'on en parle. Je lui en ai parlé. D'ailleurs, elle écoute certains trucs de Silicon Carnet, pour ton info. Ah, tiens, voyons, elle aime se faire mal. Et en fait, moi, ma thèse là-dessus, c'est que à partir du moment où ta liberté de parole n'est pas corrompue par l'enjeu ou le pouvoir de la personne que tu as en face de toi, il y a aucun problème à aller dire ce que tu penses aux politiques. Et j'irais même plus loin en disant ça. Il est même sain qu'on n'isole pas les politiques qui, mine de rien, sont quand même aux manettes de beaucoup de trucs, juste parce qu'en fait, il faut faire des positions de principe. Nous, on a reçu le président de la République sur le crayon. J'ai pas l'impression qu'on se soit compromis. On a posé des questions sur la jeunesse. Alors, on n'avait pas assez de temps pour aller en profondeur de beaucoup de sujets. Mais on l'a fait. On a reçu. J'avais confronté la première ministre de manière assez véhémente d'ailleurs, Elisabeth Borne à l'époque en 2022 sur la jeunesse. J'avais un peu engueulé Bruno Le Maire dans une émission du Crayon sur les dérapages budgétaires en disant que c'était irresponsable et que maintenant il allait faire moins devant les gens. Donc moi, ma posture, elle est toujours la même. C'est j'essaie d'apporter la contradiction et d'essayer d'être constructif. Et là, moi, ce qui me fait le plus flipper sur ce dîner de Trump, c'est qu'il n'y a pas de question d'être constructif. On prête allégeance, quoi. On prête allégeance au roi, quoi. C'est vraiment ça. J'ai l'impression d'être dans Game of Thrones. Juste, je voudrais abonder dans ce que dit Valran, parce que je pense qu'il y a un espèce de mythe qui veut que si tu vas à l'Élysée, si tu vas dans un beau lieu de la République, tu vas dire des choses qui vont faire plaisir aux autres qui t'accueillent, qui t'ont invité, la politesse française. C'est pas le cas. Moi, toutes les réunions où j'ai été, ils s'en prennent plein la poire, les conseillers. On leur dit, mais ce que vous faites, ça va pas, et là, c'est de la merde, et là, on a les solutions, pourquoi vous y allez pas, etc. C'est pas des rendez-vous de complaisance, loin de là. Et si on y va, c'est parce qu'on a envie de faire bouger les choses et qu'on a envie de faire bouger les lignes. Donc tu veux dire que c'est pas comme le dîner de Trump, en gros? Ah absolument. Non, ça n'a rien à voir. Parce que là, au dîner de Trump,
C'était absolument pas ça. On n'a pas vu des gens qui disaient à Donald Trump, oui, on n'est pas d'accord sur ce truc-là. Non, c'était vraiment, comme dit Valorant, un dîner d'allégeance. On avait l'impression vraiment d'être à Versailles au cours de Louis XIV et d'avoir des gens qui venaient adouber le roi Trump. Et effectivement, c'était exactement... D'ailleurs, pour la petite anecdote, en faisant des recherches sur ce dîner, j'ai découvert un truc absolument incroyable. Ce dîner, il a eu lieu dans le Rose Garden. Le Rose Garden, c'est pas un endroit, c'est un endroit très important. C'est un endroit qui avait été créé par John Fitzgerald Kennedy au sein de la Maison Blanche. Il paraît que Trump a détruit le Rose Garden pour fabriquer ce qu'il appelle lui le Rose Garden Club, qui est un truc absolument immonde, un peu à la Mar-a-Lago. Ce qu'il a fait dans son club à Mar-a-Lago, et il a construit une sorte de préfabriqué où on voit que le dîner a eu lieu au milieu du Rose Garden. Bon, bref, ça aussi, il y a un message politique ensuite derrière. Et c'est un message, effectivement, où on avait Zuckerberg, encore une fois, Altman, Sundar Pichai, Tim Cook de Apple, qui finalement se succèdent les uns derrière les autres. On va les écouter pour dire merci à Trump. Merci pour l'électricité, merci pour les A, merci pour les milliards, merci Trump. En gros, on l'écoute. Well, thanks for hosting us. I mean, this is quite a group to get together, and you know, I think all of the companies here are just making huge investments in the country in order to build out data centers and infrastructure to power the next wave of innovation. So it's we don't often get together as the CEOs of the different companies, but it's good to see everyone. How much are you spending, would you say, over the next few years? Oh, gosh. I think it's probably going to be something like, I don't know, at least $600 billion through 28 in the U.S. Yeah. It's a lot. No, it's significant. That's a lot. Thank you, Mark. It's great to have you. Thank you. Great to have you. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé dingue. Alors, on reparlera après en long, en large de la lèche de un peu tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a quand même 4-5 absents qui sont quand même vraiment notables. Ouais. Et donc, je voulais en parler. Alors, évidemment, Elon Musk et Jensen Huang. Musk par brouille, je pense, et par, on va dire, démonstration auprès de Trump qu'il était Alors, pas lui, content. il dit qu'il a été invité, mais qu'il ne pouvait pas y aller. Oui, mais la Maison Blanche confirme pas. Vu le ton des convives, je suis pas certain que on imagine mal Musk faire la même chose face à Trump. Effectivement. Exactement, mais là où c'est plus étonnant, c'est Jensen Huang, qui est quand même la grande star du moment, qui à mon avis peut-être lui se sent en position de force suffisante pour ne pas venir. Mais on oublie aussi qu'il n'y a pas Octane, le CEO de Broadcom, quand même la 9e ou 10e capitalisation boursière mondiale, alors que t'as OpenAI, Palantir ou d'autres. Ils sont dans la tech, ils sont dans l'IA, ils sont dans tout ce que tu veux, tu vois. Et il n'y a pas, mais il y a leurs représentants, mais ça m'a piqué quand même que là-dessus. Il n'y a pas Peter Thiel et Larry Ellison, qui sont pourtant deux des personnages les plus importants de ce qui se passe en ce moment dans la tech aux États-Unis. Et J.D. Vance n'était pas là non plus. Hein. Oui, mais ça, à la limite, il était en mode did you say thank you à tous les invités. Donc okay. Ça, à la limite, moi, ça m'a moins marqué. Mais pour le coup, je trouvais qu'il manquait quand même quelques grandes figures. C'est vrai, Larry Ellison, le patron d'Oracle, effectivement, et Peter Thiel, le grand idéologue de la Silicon Valley, n'était pas à ce dîner. Mais là où ça marque, c'est... Oui, mais là où ça marque, c'est que ceux qui ne sont pas là sont ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des courbettes. C'est aussi ça que je voulais noter. Ouais. C'est-à-dire que Octane, alors il est plutôt discret médiatiquement, mais il fait pas de courbettes. Elon Musk, Jensen Huang. Alors Jensen Huang, à la limite, pourquoi pas, il est très business. Et Larry Ellison, Peter Thiel ne font pas de courbettes. Et donc il y a peut-être aussi un play de la Maison Blanche, s'ils étaient invités ou pas invités, d'avoir vraiment cette image de radicalement le suçage de... Et peut-être aussi ces gens-là ont senti ce coup-là et n'ont pas voulu se prêter à ce jeu-là. Après, en fait, on se demande s'ils étaient au courant qu'ils allaient être filmés, etc. Parce que, en fait, le tour de table, il commence avec Mark Zuckerberg qui est à droite de Trump. Et puis, il dit, allez Mark, dis-nous ce que tu vas faire, tes chiffres. Et puis Mark, il est en mode, je sais pas de quoi tu veux que je parle. Mais bon, je suis content d'être là avec les gens. Et en fait, après, c'est un peu comme dans toutes les réunions, on demande aux gens de se présenter. Mark Zuckerberg, il a donné le ton en disant, c'est tellement bien d'être avec autant de gens formidables. Et du coup, tout le monde a refait le truc avec un merci monsieur le président, c'est génial ce que vous faites, etc. Mais en fait, c'était... Mais il demande des chiffres, hein. Trump les pousse à donner des chiffres. Mark, tu vas investir combien? Mark doit répondre et dit d'ici 2028, nous allons investir plus de 600 milliards
de dollars. Tim Cook de surenchérir en disant que lui aussi va investir 600 milliards. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de comptable à table qui fait les comptes et qui prend les promesses et qui commence à faire le total. Et Trump est très très content. Il montre que voilà, il y a plusieurs trillions de dollars qui vont être investis aux États-Unis, et il leur dit vous faites un boulot incroyable, merci, génial. Ça serait possible ça en Europe, ça donnerait. Toi justement, Solène, ces dîners, il y en a. Est-ce qu'on a un Emmanuel Macron qui demande aux entrepreneurs, bon, ils ont peut-être pas la thune, hein, mais vous allez investir combien en France Alors, je sais pas, moi, je suis pas dans ces réunions. Enfin, moi, quand je vais à l'Élysée ou à Matignon, c'est plutôt pour parler société, évolution de la société française, comment les Français utilisent l'intelligence artificielle, quelles sont les politiques éducatives qu'on va mettre en place. En fait, enfin, j'ai pas ce genre de discussion. Et moi, je parle pas d'argent. Je parle pas d'argent. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'en France, c'est plus les entrepreneurs qui viennent demander de l'argent. Et ici, on a un modèle complètement. Le pitch est inversé. C'est là le politique qui demande aux entrepreneurs combien de pognon tu vas me donner, quoi. C'est ça. Non, mais Carlos, je reviens là-dessus. C'est ce que tu dis n'est pas une blague, parce que ça, faut que les gens comprennent que là, tu le dis à la blague, mais c'est pas une blague. Mais non, c'est pas une blague. Beaucoup de gens, quand ils vont voir les politiques, il y a une question, il y a quand même pas très loin la question de est-ce que t'as pas un peu de fric STP, quoi. Et pour le coup, moi là-dessus, j'ai toujours trouvé, mais c'est que ma posture, mais j'ai toujours trouvé ça relativement indigne, parce que j'étais un peu en mode, bon, il y a un moment, enfin, c'est pas le Père Noël, quoi, ici. En tout cas, parce que moi, j'en ai vu que la France votait pour une piñata et non pas pour un président de la République. C'est quoi une piñata? C'est quelque chose sur lequel on tape très très fort en espérant qu'il y ait des bonbons qui tombent. C'est ça, en France, qu'on fait quand on élit un président. Et c'est plus insidieux parce qu'en fait, c'est pas tant de l'argent qu'on va demander, c'est de l'optimisation, c'est de l'aide à l'innovation. Enfin, c'est une autre forme, quoi. Mais non, je pense que on pourrait pas avoir une réunion comme ça en France, ce serait pas possible. Enfin, ce serait déjà parce que il y a je pense, mais après qu'on a plus d'éthique. On a surtout un tabou pour l'argent et que Trump n'a pas. Lui, il dit, vous voulez que je vous aide, vous voulez que je dérégule, vous voulez que je vous donne de l'électricité, donnez-moi du pognon et je vous donne des mégawatts. C'est ça, en gros, le deal, hein, moi, ce que j'entends. Oui, mais Carlos, j'ajouterais aussi que si on voulait, parce que on l'a beaucoup entendu depuis les Gilets jaunes et le Covid, et certains points étaient légitimes, mais on a eu parfois une petite musique de, oh là là, la France, c'est devenu une dictature, on n'a plus le droit de rien dire, tout ce qui va avec. Si jamais on veut mesurer notre niveau de non-dictature, regardons les images de ce dîner, quoi, quand même, tu vois. Ah bah. Parce que pour le coup, les dîners avec les hommes et les femmes politiques, de tous bords et en responsabilité ou pas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui, mais comme tu le disais, Valran, les gens qui ne savent pas courber les chines n'étaient pas là. Mais ça, c'est autre chose. Ils étaient pas là, les gens, les Musk, les Thiel et tout ça, ils étaient pas là. Dans un pays de liberté d'expression à tout prix, quand on sait ce qu'ils disent partout ailleurs par rapport à ce qu'ils disent pendant ce repas, c'est assez choquant de voir à quel point finalement ils disent rien de ce qu'ils pensent profondément. Quand t'as Bill Gates qui parle et que juste après ils font mention des vaccins et des politiques contre les vaccins et que t'as 3 minutes entre les deux, genre comment Bill Gates se tient sur cette table. Enfin, c'est compliqué même, je trouve, à concevoir. C'est presque douloureux à écouter, je trouve, en fait. Je trouve ça long à écouter comme vidéo. Je suis très d'accord avec toi, Mathilde, et je suis d'accord que Bill Gates, c'est peut-être la personne où ça m'a le plus choqué. Peut-être avec Sam Altman, qui était très progressiste aussi à un moment, mais Bill Gates, c'est quand même l'anti-Trump de base. C'est quand même le gars, il est très je veux sauver le monde, les États-Unis, c'est la lumière culturelle et intellectuelle du monde. Moi, je suis là pour faire des choses gentilles. Alors, on sait ce qu'en est la vérité après derrière, mais mine de rien, le voir se plier devant Trump après toutes ces années à avoir gagné sur gagné sur gagné sur gagné, je te dis, putain, mais autant de victoires pour se retrouver à faire de la lèche pour Trump, c'est quand même fou, quoi. Mais moi, je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Trump, il m'impressionne. Il m'impressionne. Bah non, sois pas choqué, je comprends. Hein. Parce que, sincèrement, on dit à chaque fois, c'est le truc en trop, vraiment, ça va. On a dit, il est complètement omnibulé par ces milliardaires à qui il voue un culte absolu, etc. Mais moi, ce que ça montre là, c'est que Trump les tient, pour parler pas poliment, il les tient tous les uns les autres, et ils sont là et ils viennent faire courbette parce que on se rend compte que
on essaye de nous faire croire en France que il y a une sorte de cabale des broligarques qui tiennent la Maison Blanche. Et moi, ce dîner, ce que ça montre, c'est que ces milliardaires ne tiennent pas la Maison Blanche. C'est la Maison Blanche qui tient ces milliardaires. Et que ces milliardaires et que ces sociétés-là ont absolument besoin du pouvoir politique. Et pour des infrastructures, en termes de réglementation, on en a parlé aussi de ce super PAC qui est en train d'être créé pour les prochaines élections, etc., etc. Donc, mais t'as raison. Il est impressionnant. Carlos, t'as vraiment... Ouais, mais t'as raison d'en parler parce que les gens se rendent pas forcément compte, parce que tout le monde connaît pas bien l'histoire des États-Unis, mais c'est assez rare aux États-Unis d'avoir le politique qui a le pas sur les grands industriels et les grands entrepreneurs. Ça a été le cas dans l'histoire des États-Unis que, en gros, de la crise de 29 jusqu'à globalement, on va dire Reagan, où il y a eu un vrai poids politique par rapport aux grandes entreprises. Mais Franklin Roosevelt, après, quand même. Et d'ailleurs, qu'on traitait à l'époque de dictateur, à l'époque. Oui, mais Franklin Roosevelt, c'est la crise de 29. Ouais. Et là où moi je trouve que c'est vachement intéressant, c'est que quand tu reviens un peu au début des grands oligarques, donc Rockefeller, Carnegie et tout ce que tu veux, eux, ils étaient totalement plus puissants que l'État américain, au point qu'en 1907, quand il y a eu un bank run, c'est JP Morgan et tous les autres banquiers qui ont bail-out, qui sont devenus la banque centrale et qui ont bail-out les autres banques. Ouais. Là où c'est l'inverse qui s'est passé en 2008, et qu'en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est peut-être une reprise aussi de pouvoir de l'État américain sur les grandes entreprises, ce qui n'était plus arrivé depuis Reagan, globalement, qui est celui qui a refait basculer le pouvoir du côté des entreprises. Oui, puis j'ai vu la blague aussi parce que Elon Musk a dit c'est une high IQ table avec des gens qui ont dit oui à part pardon pas Elon Musk Trump qui dit ça, et des gens qui font la blague oui sauf Trump, et je pense qu'en fait c'est une de ses forces, c'est que les gens pensent qu'il est con alors qu'il est extrêmement capable d'avoir une stratégie derrière, et je pense que c'est sa force, c'est qu'en fait les gens le sous-estiment systématiquement. Et donc, du coup, il arrive à sortir des trucs à chaque fois parce que dans sa manière de parler, dans son verbatim, dans son attitude, il a pas l'air intelligent. Et ça lui donne finalement le droit de faire des choses, que on permettrait pas à des gens qui s'exprimeraient mieux, qui auraient l'air plus smart parce qu'on leur donnerait une intention. Alors que lui, finalement, on lui donne toujours un peu le droit de faire des choses parce qu'il le fait de manière un peu simpliste. C'est parce que Zuck, justement, il apparaît trop pondéré et conscient de lui-même et des choses pour pouvoir avoir une image sulfureuse. Là où Musk et Trump, c'est tic et tac de la connerie. Et donc, du coup, mais d'ailleurs, ça a été théorisé, hein. C'est Steve Bannon qui avait théorisé ça en parlant de flood the zone, qui voulait dire littéralement tu inondes tout le monde de conneries. Comme ça, personne n'est capable d'aller comprendre quelle est l'info importante. Et du coup, tu vas dire une dinguerie sur les pailles en plastique. Du coup, tout le monde va se précipiter dessus en disant ils sont absurdes, ils sont débiles. Et en fait, ils t'ont fait passer en secret un truc sur les hydrocarbures. Et en fait, c'est leur stratégie depuis le début. Mais non, mais le truc, c'est qu'on oublie tout. En fait, on est inondé, on est dans un show quotidien. En fait, tu ouvres tes fils d'actualité, tu peux pas passer. D'ailleurs, il a pas été là pendant 4 jours. Tout le monde s'est excité parce qu'on avait jamais vu ça. Espérer qu'il était mort, c'est ça. Voilà, ouais. Mais tous les jours, il y a les caméras qui sont dans son bureau. En fait, c'est un reality show, quoi. Mais ce que dit Mathilde est très important. Il faut, je pense, ne pas sous-estimer le personnage. Je vous invite vraiment à aller regarder ce film The Apprentice qui montre les débuts de Donald Trump. Et ça a toujours été quelqu'un qui a été sous-estimé. Comme tu dis, Mathilde, c'est très important de comprendre ça chez le personnage. C'est quelqu'un qu'on a toujours cru être con. D'abord, son père l'a très maltraité. Et ça, on sait les dégâts que ça peut faire chez un adolescent ou un jeune adulte quand on n'a pas l'aval ou le respect de son propre père sur ce qu'on fait. Et puis tous les gens l'ont pris pour un con, et finalement il a su utiliser ça. Et aujourd'hui, ce qu'il montre, c'est que non, il est loin d'être un con. C'est trop facile de dire qu'il est con. Il arrive à faire des choses qui sont assez impressionnantes. Et ce dîner, très honnêtement, m'a beaucoup impressionné dans la forme et dans le fond, parce qu'on a un Donald Trump qui met au garde à vous tous ces milliardaires qu'on pense hyper puissants et dont on se rend compte en fait qu'ils ont autant besoin de la Maison Blanche, et je pense qu'ils ont même plus besoin de la Maison Blanche que la Maison Blanche n'a besoin d'eux. Bon, écoutez, super émission. Merci beaucoup d'être venu faire un petit coucou ici dans Silicon Carnet. On a parlé de plein de sujets.
D'ailleurs, Mathilde et Solène, vous avez vu Mélania lors de ce dîner, elle a parlé de l'importance de l'éducation et de l'intelligence artificielle et de la place de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Il y a eu tout un speech. Elle monte au créneau, la première dame des États-Unis sur ce sujet-là. Vous accueillez ça comment? Vous êtes rassurés? Ça va dépendre de comment ils mettent en place cette politique. Ce qui est quand même assez rassurant, c'est que j'ai l'impression que quand on touche aux enfants, ça devient un sujet un peu sensible. Et l'approche est un peu différente. D'ailleurs, c'est même ça, en fait, c'est une table ronde à part. On n'a pas parlé de stratégie IA avec l'éducation. Dans l'éducation, est quand même mise sur le côté. Après, comment ça va être fait, c'est une autre question. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer justement. Elle a parlé de responsabilité, qu'il y avait une énorme, que cette intelligence artificielle venait aussi avec une énorme responsabilité pour les gens qui la concevaient. Et je pense que tout ce qu'on a dit avant sur le rôle de l'IA et l'impact qu'il va avoir sur nous, mais aussi sur les plus jeunes, on sent que Mélania, elle a ça au cœur de sa réflexion. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que l'IA dans l'éducation, il y a vraiment des choses qui sont hyper prometteuses. Et ce qui va être important finalement, c'est de trouver un peu toujours cette balance entre les bénéfices et les risques. Il n'y aura jamais un risque zéro, mais à un moment, il faut voir quelle est la balance et où est-ce qu'on met ces outils, comment on met ces outils. Et il y a des trucs qui sont hyper prometteurs en termes de tutoring. Après, comment on va aller faire ces modèles, comment on va faire en sorte qu'ils débordent pas, à quel âge on les met. Il y a encore énormément de choses même à les répondre d'un point de vue chercheur et données scientifiques sur comment on fait ça. Mais en tout cas, juste le fait qu'il y ait le mot responsabilité qui soit mis et qu'on n'entend finalement pas très souvent avec le mot IA à côté, ça, je trouve ça encourageant, ouais. Bon, merci d'avoir écouté cet épisode de Silicon Carnet jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un like, à commenter et surtout partager autour de vous cette émission. On a maintenant 2 émissions par semaine de Silicon Carnet. C'est d'ailleurs la faute de Valorance parce que c'est un conseil de Valorant qu'il m'a donné. Donc maintenant, il faut que je les fasse. Mais c'est vous qui nous aidez à faire grandir cette émission. Donc pensez à la partager, pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et venez nous retrouver sur l'Hacienda pour continuer la conversation avec les fans de Silicon Carnet, que ce soit sur WhatsApp ou sur Discord. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Vendredi, je ne sais plus. Mercredi, je ne sais plus. Bientôt, en tout cas, sur Silicon Carnet. Allez, hasta luego, amigos. Tu nous donnes rendez-vous, quoi. Je vous donne rendez-vous. On se revoit. On se revoit très vite. Ciao, bye bye. Ciao, Carlos.